Et c'était en 2021, si je dis pas de bêtises, où j'ai commencé à travailler en magasin en tant que conseillère vendeuse. Donc je suis rentrée chez Play-in à Paris, à BNF Paris. Mais mon objectif n'a jamais été d'être en boutique. Mon objectif, c'était la maison d'édition. Et j'ai fait 7 mois chez Play-in avant de rencontrer Simon qui travaillait à l'époque, qui travaille toujours d'ailleurs chez Ori Games en tant que chef de projet. J'ai fait sa rencontre sur plusieurs événements qui avaient lieu là-bas et en fait au bout de la 2e ou 3e fois où je vois Simon, je lui pose la question, disons à tout hasard, est-ce que chez Ori Games vous chercheriez pas à embaucher parce que je suis pas juste conseillère, enfin juste. Je mets des gros guillemets. Je ne suis pas, je cherche pas à être conseillère vendeuse, mais je cherche à rentrer en maison d'édition, soit sur un poste en communication, soit sur de la gestion de projet. Et à ça, il me répond, ah bah si justement, là on cherche sur ces 2 postes-là en plus, donc file-moi ton CV et on verra. Et en l'espace de à peine 2 semaines, j'étais arrivée chez Ori Games. Donc c'est allé très vite. Et donc ça fait maintenant, c'est ma 4e année. Là, j'entame ma 4e année chez Ori Games. Ok, donc c'est quand même on va dire, je vais pas dire de la chance, mais le bon contact au bon moment, quoi. Ah, c'est un alignement des planètes. Ah voilà, c'est ça, un alignement des planètes. Parce que avant ça, j'ai regardé, du coup, tu travaillais un peu dans la communication. J'ai vu que tu avais travaillé chez Publicis aussi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des études en communication. Je suis allée jusqu'au master 2 en communication. Donc des longues études avant de travailler en agence de com sur Paris. Donc j'ai fait 2 agences de com différentes. Publicis, c'était en tant qu'alternante, donc c'était toujours dans le cadre de mes études. Mais en effet, j'ai bossé chez Publicis. Quand j'étais chez Publicis, j'avais comme client principal L'Oréal. Oui, normal. Donc c'était pour savoir, moi je travaille dans la pub aussi, donc je connais très bien le monde des agences. Donc en effet, Publicis, c'était pour les études. Mais après, j'ai travaillé 2 ans en agence de... 2 ans ou 3 ans. Non, 3 ans au total. C'est ça, j'ai fait 1 an et demi, plus 1 an et demi dans une autre. Et je faisais principalement... donc j'étais chef de pub, chef de projet, et je faisais le lien entre des clients, donc comme L'Oréal, comme Harley-Davidson, comme Carrefour, comme Pernod Ricard, enfin j'en passe. La paire aussi, bref, et les graphistes qui travaillaient, donc c'était sur ce qu'on appelle le print. Donc c'est tout ce qui va être support imprimé. Donc c'est pour ça aussi que j'étais en relation avec des imprimeurs, que c'est moi qui validais des BAT. Enfin c'est là que j'ai appris tout le fonctionnement de la chaîne graphique, enfin que j'avais évidemment appris pendant mes études, mais en tout cas là qui était mis en application. Et donc voilà, j'ai fait ce boulot de gestion de projet, chef de pub pendant 3 ans sur Paris. Pour les principaux supports que je faisais, c'était du catalogue. Donc c'était soit du catalogue publicitaire, soit les fameux catalogues annuels que, par exemple, chez La Paire, voilà, c'était les catalogues annuels qui étaient présentés au public, quoi. Comment t'as réussi, parce que tu dis que t'as envoyé ton CV, et comment t'as réussi à faire le pont? Alors, même s'il y a des similitudes, mais c'est pas quand même pareil, quoi. Ouais, alors quand j'ai pris le virage jeu de société, donc j'ai quitté l'agence de pub dans laquelle j'étais, et mon objectif en effet c'était d'arriver en maison d'édition, parce que la première chose que j'ai faite quand je me suis dit ok, si je pouvais faire un métier que je voudrais faire, lequel ce serait, et que pour moi c'était évident que ce serait dans le jeu de société, je me suis d'abord renseignée. J'ai cherché à savoir quels étaient les métiers qu'on pouvait trouver dans le jeu de société. Et c'est donc après ces recherches que je me suis rendu compte qu'il existait le métier de chef de projet qui était quand même similaire, enfin qui avait des points en tout cas en commun avec ce que je pouvais faire en agence de com. Donc j'ai évidemment mis à jour mon CV, envoyé mon CV à toutes les maisons d'édition que je trouvais un peu partout en France, enfin sur une sélection en tout cas. Et à ce moment-là, tous les retours étaient les mêmes, à savoir merci mademoiselle, mais c'était post-Covid, donc déjà on c'est pas une période d'embauche, on n'embauche personne en ce moment, mais merci de votre intérêt, etc. Enfin en tout cas j'ai eu que des retours négatifs, mais de gens qui me disaient c'est pas la période de l'embauche et on ne cherche pas mais c'était quand même bienveillant, c'est juste qu'il n'y avait pas de place, quoi. Absolument. Là où au contraire, quand je travaillais en agence de com, d'avoir envoyé 50 CV, d'avoir eu 2 réponses et dans la réponse c'était marqué automatiques. OK, quoi. Voilà. Non, clairement, là, j'ai tout de suite, rien qu'avec cette vague de CV, j'ai tout de suite senti la différence. Je m'adressais à des humains et à des gens qui te considéraient un minimum. Donc, rien que pour ça, je savais que le virage que je prenais, c'était le bon. Donc, voilà, j'étais un peu bredouille de ces recherches-là.
Et quand je parlais d'alignement des planètes, c'est qu'il s'est passé aussi autre chose à ce moment-là. Moi, pendant cette période, j'avais donc ouvert mon compte Instagram, spécifiquement jeux de société, pour parler de ma passion. Et comme on était dans la période de confinement, de Covid, etc., c'est vrai que la communauté Instagram s'est vraiment rapprochée à ce moment-là. Et j'ai fait la connaissance de pas mal de personnes, dont Marie GR des jeux. Okay. Marie avec qui j'ai tout de suite accroché. On est devenus amis virtuels jusqu'à ce que elle me demande si elle pouvait venir en vacances chez moi. Donc j'avais avec grand plaisir accepté qu'elle vienne à la maison. Donc elle est venue chez moi pendant une semaine et pendant qu'elle était chez moi en vacances, à l'époque elle travaillait donc chez Play-in. Elle reçoit un coup de fil de Play-in qui lui propose de passer de conseillère vendeuse à community manager. Donc, en gros, si elle acceptait le poste, ça voulait dire que sa place au magasin se libérait. Moi, je lui avais parlé du fait que j'essayais de rentrer dans le milieu du jeu de société. Et donc, du tac au tac, elle me dit, écoute, si jamais j'accepte le poste, file-moi ton CV, je parle de toi à mes responsables. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a accepté le poste. J'ai passé des entretiens chez Play-in et donc j'ai pris sa place en magasin chez Play-in. Du coup, ça fait un effet domino, quoi. Alors, ça a fait un effet domino. En fait, c'était pas mon objectif premier de travailler en magasin, mais j'avais déjà fait de la vente, donc voilà, ça me faisait absolument pas peur. Et puis là, c'était en plus pour parler de jeu, donc oui. Je me sentais tout à fait capable de le faire. Exactement. Et pour moi, c'était clairement le levier dont j'avais besoin. En fait, c'était mettre un pied dans le milieu du jeu de société, dans le milieu professionnel, en tout cas du jeu de société. Et en plus, c'était à Paris, donc Paris, Play-in, l'une des plus grosses boutiques, si ce n'est la plus grande d'ailleurs, oui, je pense. Donc ça voulait dire rencontrer des éditeurs en fait potentiellement. Donc pour moi c'était vraiment voilà, je me suis dit ok, là j'ai une opportunité, clairement il faut que je la saisisse, c'est ce que j'ai fait et je suis débarquée donc chez Play-in et puis la suite je l'ai déjà expliqué quoi. Donc alignement des planètes avec Marie, alignement des planètes avec Simon. En 7 mois je suis arrivée là où je rêvais d'arriver, à savoir chez un éditeur. En plus de ça, Origames c'était mon premier choix, c'est vraiment la maison d'édition qui me parlait le plus de ce que j'en entendais et de la ligne éditoriale qu'avait Origames. Donc choix number one, voilà, le rêve professionnel se réalise en tout cas. Maintenant que t'es éditrice, que tu travailles dans la maison d'édition, je pense, après, dis-moi, on t'a pas lancé directement, on t'a pas donné directement le gros projet, tiens, il y a eu une évolution ou directement t'as lancé dans le grand bain Alors, le fait que je vienne du monde de la communication, c'est clairement ce qui a fait basculer mon embauche. Enfin, ça a été ma force, puisque les responsables d'Origames sont des personnes qui ont travaillé justement dans la pub et dans la com. Origames, les premières pierres d'Origames, c'était de l'édition de magazines. Donc, en fait, toutes ces choses-là, tout le parcours que j'avais pu avoir, tout ce que j'avais pu leur expliquer, leur a parlé. Parce que le fait de travailler en maison d'édition, en effet, on crée et on vend des jeux, mais on crée et on vend avant tout des produits. Oui, c'est sûr. C'est ce que j'explique souvent. Et le fait que exactement, voilà, et le fait que je sois pas juste une passionnée de jeu qui veut faire du jeu, qui veut en faire son métier parce que c'est sa passion, mais que j'ai un bagage marketing, communication, chaîne graphique, etc., toutes ces choses-là, c'est clairement ce qui a fait que mon profil a intéressé. Donc, quand je suis arrivée en effet sur mon poste, je suis arrivée en tant que chef de projet. On était 3 et j'ai été en plus ou moins binôme avec Simon qui du coup lui était embauché depuis un certain temps, mais on m'a très très vite fait confiance. C'est-à-dire que on m'a donné des jeux à gérer dès le départ. Alors après on est une petite équipe, on était une dizaine à l'époque, enfin, c'est toujours le cas, mais donc tout est discuté, les projets passent en relecture chez les uns les autres, chez les professionnels aussi pour avoir des retours externes, etc. Mais si, en fait, dès le départ, on m'a confié des vraies responsabilités. Et c'est là aussi que je me suis dit, waouh, je suis choquée. Je suis choquée parce qu'ils m'ont fait confiance. Et j'aurais pu être une vraie ça se dit impostrice, imposteur, un imposteur, une impostrice, je ne sais pas. On va dire un imposteur. Impostatrice. Allez. Voilà. Enfin, j'aurais pu être, avoir raconté les plus beaux bobards. Mais bon, voilà. Non, on m'a fait confiance et c'est là que je me suis très vite rendu compte du coup qu'Origames, c'était une boîte remplie de personnes extrêmement humaines et pleines de
très belle valeur et c'est pour ça que le boulot que je faisais m'intéressait énormément. C'était finalement exactement ce que je cherchais à faire. Donc je commençais déjà à me sentir à l'aise, à m'épanouir dans ce que je faisais. Et humainement, les gens avec qui je travaille et mes responsables, etc., en fait, ça matchait. Tout était parfait. Tout l'est toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, on m'a confié très vite des tâches avec responsabilité. Et mon poste a évolué puisque l'année dernière, au mois de mai l'année dernière, on n'est pas du tout au mois de mai, on est au mois de mars, fin mars. Bref, à peu près à cette époque-là de l'année dernière, on m'a proposé de passer directrice éditoriale. Donc en moins de 3 ans, en moins de 3 ans, mon poste est passé de chef de projet à directrice éditoriale. Donc aujourd'hui, je gère le pôle édition d'Origames. D'accord. Et du coup, tu as des chargés de projet qui sont sous ta... C'est ça. En fait, je continue à moi aussi faire de l'édition parce que, je gère les plannings, je gère les équipes et les projets, etc. Mais je ne veux pas lâcher le cœur de mon métier qui est de la gestion de projet, d'avoir des choses dans le concret, en fait, pas juste de la gestion. Mais donc, on est une équipe alors je dis 3 et demi parce que donc j'ai Simon, j'ai Jessica et j'ai j'ai un énorme bug sur son prénom, Julien, qui est développeur mais qui prend de temps en temps un peu de gestion de projet. Plus moi, donc ça nous fait un total de 3 et demi chefs de projet sur le pôle édition. Et du coup, à peu près par an, combien de projets vous sortez? Et j'imagine, quand vous sortez, il y a le double qui est aussi en préparation. Alors, ouais, c'est difficile d'estimer combien de jeux on va sortir à l'année, parce qu'en plus, ça fluctue d'une année sur l'autre. Alors, je pense qu'on tourne sur une 20aine de projets à l'année, extension comprise. Ah. Ouais. Ah ouais, je m'attendais pas. Largement. Ok. Extension comprise, donc des fois, c'est des avec les localisations, projets. On est d'accord. Oui, tout à fait. Okay. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Origames faisait et fait encore principalement de la localisation, même si on tend de plus en plus à sortir des jeux qui viennent en effet de chez nous, donc des créations. Mais oui, bien sûr, localisation plus création comprise. Ok. Et comment vous repérez, on va dire, un bon projet à localiser? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, comme tu le sais, énormément de jeux qui sortent. Et la difficulté, c'est de sortir, comme tu dis, c'est un produit. Le jeu doit être bien, mais le jeu doit aussi se démarquer pour pouvoir être vendu. Parce qu'il y a plein de jeux bien maintenant, c'est ça le problème. Et il faut réussir à trouver sa cible, à bien se placer. Et comment vous faites vos choix? Quelle est votre ligne éditoriale pour ça, du coup? Alors, c'est vrai que ça reste un exercice très délicat, puisque chaque projet qu'on va signer, chaque jeu qu'on va repérer qui nous plaît, c'est un pari qu'on fait à chaque fois. C'est vraiment, on prend tous les risques de tomber sur, que le jeu qu'on va lancer sur le marché plaise ou ne plaise pas, se vende pas, pour telle ou telle raison. Hein. Donc, c'est sûr que quand on choisit un jeu, il y a tous ces enjeux-là qui doivent être réfléchis. Donc, on ne choisit pas un jeu juste par rapport à notre affect, même si évidemment ça reste la première question qu'on se pose. Mais il y a l'état du marché dans 6 mois, qu'est-ce qui sera, notre cible, est-ce que au niveau de la direction artistique ça nous correspond, est-ce qu'on va changer des choses dessus. Enfin, il y a énormément de questions qui sont posées à ce moment-là. Comment est-ce qu'on les choisit? Je pense principalement déjà par l'expérience qu'on va vivre quand on va tester le jeu, en se disant ok, là il y a un potentiel. On va faire des phases de test en interne, des phases de test aussi en externe avec des membres qui sont pas forcément joueurs ou bien, enfin bref, ça va dépendre du type de jeu, mais en tout cas on va aller chercher à sortir le jeu d'Origames pour recueillir un peu les avis des jeux qu'on fait tester. Et ensuite il y a toutes ces fameuses questions là qui se sont posées sur le marché, en fait, sur le produit en tant que tel. Est-ce qu'il a sa place dans notre ligne éditoriale? Est-ce qu'il a des contraintes qu'on va pouvoir respecter ou non? Enfin, c'est vraiment énormément de questions et de problématiques qui sont posées à ce moment-là. Après, comme c'est de la localisation, vous sortez souvent en même temps ou dans la même période que le jeu de base, ou des fois ça peut être des longs décalages. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais quel est le meilleur goal pour que ça fonctionne? Alors, tout va dépendre. Puisque, oui, la plupart du temps, on découvre les jeux parce qu'ils sont déjà sortis dans leur pays d'origine. Et donc, on va chercher à faire des localisations à ce moment-là. Mais ce que font la plupart des éditeurs, donc admettons un jeu aux États-Unis vient de sortir,
Ils le présentent à différents pays, dont nous. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de centraliser ensuite les productions pour que les coûts de production, du coup, soient moins élevés pour tout le monde. Donc, la plupart du temps, on se cale sur les plannings d'une production globale, en fait. Une production avec la Pologne, avec l'Allemagne, etc., pour réduire ses coûts. Donc, le jeu sort forcément décalé par rapport à la version originale. Donc ça, c'est un premier cas. Il y a des cas où on est totalement libre. En fait, au moment de la signature du contrat, c'est des choses qui sont négociées. Donc il y a des cas où on est totalement libre de placer le jeu dans notre planning au moment où ça nous arrange le plus, etc. Donc dans ces cas-là, c'est des productions qui sont vraiment que spécifiques à nous. Et il y a un troisième cas qui est celui que j'essaye de plus en plus à mettre en place, c'est d'avoir des relations maintenant avec des partenaires étrangers qui du coup présentent leur jeu avant qu'ils sortent. C'est-à-dire que eux sont sur la fin du développement de leur jeu et ils savent ils vont bientôt lancer la production et ils nous le présentent à ce moment-là pour savoir si on est intéressé pour faire la version française. Et donc quand c'est comme ça, quand j'arrive à voir des jeux avec des partenaires en avance, et ben c'est là que c'est intéressant parce que du coup le jeu sort aux États-Unis, admettons, et en France quasiment en même temps, quoi. Commercialement, pour parler purement commercial. En plus, je sais que tu étais aussi beaucoup dans le jeu vidéo. Un petit peu. En tout cas, tu aimais bien le jeu vidéo. Oui. Quand ça sort en même temps, il y a quand même une portée plus forte, énorme. Parce qu'on va dire, il y a ce côté un peu qui fait partie c'est un rayonnement mondial, en fait, tout simplement. Et je pense, vous, dans votre catalogue, par exemple, pour parler, on va dire, du jeu qui a le plus gros hype, je pense, c'est Clank. Historiquement, oui, bien sûr. Historiquement, en tout cas. Et du coup, c'est vrai que quand vous sortez un nouveau Clank, c'est quand même, vous essayez de sortir pour que ça fasse... Alors, le cas de Clank, c'est encore un cas particulier. Il y a eu une histoire de licence, une question de droit, des choses très des sujets légaux qui ont été soulevés à cause de Clank, des histoires de contrats, etc. Et en fait, Clank, donc, notamment par rapport à Catacomb, Clank Catacomb, est sorti aux États-Unis et on a pu le sortir quasiment que 2 ans après. Mais là, c'était vraiment... On n'avait juste pas le choix, en fait. On n'avait plus la licence. On était dans le flou au niveau de notre relation avec l'éditeur originel. Donc, pour le cas de Clank, en l'occurrence, il y a souvent un décalage. Mais on peut juste rien y faire dans ce cas-là. Mais en effet, c'est des jeux qui font déjà un peu parler d'eux aux États-Unis parce que c'est un vrai succès aussi mondial et qui, du coup, devient quelque chose d'attendu en France. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des situations. Le fait que ça ait déjà eu une rayonnance mondiale au moment de sa sortie, que le jeu fasse parler, que le jeu se plaise, etc., ça crée aussi l'attente en France, en fait. Donc il y a des cas où, comme celui-là, où ça peut être intéressant de le sortir en décalé. Mais la plupart du temps, clairement, on fait pas exprès d'attendre, vraiment. Non, je pense que même pour vous, il y a vraiment zéro intérêt d'attendre. Je ne pense pas, non. Et est-ce que ça t'arrive, du coup, d'aller chercher des petites pépites ou des petits projets localisés, par exemple, par exemple, si tu vas dans un salon, que ça soit à Tokyo, que ça soit aux États-Unis, ou même, à Essen, je pense que tu y vas. Mais est-ce que ça t'arrive de trouver le petit éditeur, on va dire, hors Europe, qui sort un jeu et tu dis, ah ouais, celui-là, faut que je réussisse à le localiser en France? Ouais, alors c'est beaucoup plus délicat parce que les petits éditeurs qui sortent leurs jeux, il y en a énormément et il y a, pardon l'expression, mais il y a de tout et de n'importe quoi. Oui, oui, ça c'est énorme. Donc le dernier exemple que j'ai en mémoire là, ça va être un jeu qui va sortir bientôt chez nous qui s'appelle Terre de loups. Son titre en VO, c'est Lone Wolves. Lone Wolves, il vient d'une petite boîte qui vient je crois que c'est Hong Kong, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est une petite maison d'édition. Et comment est-ce que j'en suis arrivée à m'intéresser à ce jeu-là? C'est une connaissance qui va chercher des jeux au Japon, qui s'intéresse en fait aux jeux en dehors des frontières françaises, qui m'a dit j'ai trouvé ce jeu-là, va regarder parce que pour moi c'est le meilleur jeu de pli de joueurs auquel j'ai jamais joué. Il savait que j'allais aux États-Unis et il m'a dit va voir si jamais l'éditeur est là-bas, ce jeu-là teste quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée, j'ai dit ce jeu-là
on m'en a parlé. J'ai testé, je suis tombée en amour aussi sur la méca, sur le jeu. Et donc oui, là, on a vite sauté dessus. Et la récompense que j'ai de ça aujourd'hui, c'est que je sais que d'autres éditeurs sont arrivés après nous parce que bouche à oreille, parce que plein de raisons, et que désolé, le jeu est déjà signé. Donc ça, c'est ma petite récompense, et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'aller pêcher le jeu qui n'a pas encore été pris par un gros éditeur, parce que c'est une petite pépite un peu sous le tapis, en plus tu te dis j'ai fait un bon travail de sourcing sur ça, quoi. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que du coup là ça touche le plan personnel, parce que c'est une connaissance qui m'a parlé de ça, quelqu'un qui sait que je travaille évidemment chez Origames, mais si j'avais pas mon compte Instagram, peut-être que cette personne-là ne m'aurait jamais contacté pour m'en parler, en fait. Donc c'est là où ma vie pro et ma vie perso, la frontière est mince par moment, mais là en l'occurrence c'est pour la bonne cause. Après on va dire c'est un peu le cas de tous les métiers dits métiers passion, parce que c'est quand même si il y a le parti où vraiment tu travailles, mais il y a la partie où le jeu à la base c'est comme une passion, t'adores ça, t'aimes ça. En plus je vois tu vas beaucoup dans les j'ai vu que t'étais allé dans l'événement de Meeple Barbie, c'est ça. Ouais, bien sûr, oui, j'étais aussi à Ludinor ce week-end, oui, donc tu festival, fais pas mal d'événements, ouais. Mais pour ton métier, mais aussi pour ton plaisir, j'ai l'impression. Absolument. Alors, il y a beaucoup de festivals sur lesquels je travaille, évidemment, mais je reste passionnée aussi dans ma vie perso. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me demandent, mais du coup, t'en as pas marre de jouer? Est-ce que du coup, le fait que ce soit ton quotidien, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que t'arrives encore à trouver du plaisir à jouer à des jeux sur ton temps perso? Et en fait, oui, il n'y a pas un seul moment où j'ai été saoulée du jeu depuis que je suis dedans. Et oui, ça, comme je disais, la frontière entre ma vie pro, ma vie perso dans le milieu du jeu, elle est mince. Mais ça m'empêche pas, en fait, d'y trouver du plaisir dans l'un comme dans l'autre, en fait. Oui, je continue à jouer au jeu de manière perso. Oui, des fois, quand je vais sur des événements, j'essaie d'y aller aussi en perso pour justement continuer à prendre du plaisir en tant que, j'appelle ça en liberté. Quand je suis sur un festival sur lequel je travaille pas, je dis que je suis en liberté. Ça fait rigoler en principe, mais c'est mon plaisir perso là que je vais chercher, et pas le travail. Et c'est vrai que quand je parle de travail, oui, techniquement c'est un travail, mais c'est un travail passion. Donc travail passion dit travail plaisir, en fait. C'est plus en vrai c'est le plus important. Moi je sais que j'étais ingénieur avant, et je me suis dit waouh, c'est derrière un bureau tout le temps, et puis c'était pas pour moi. Puis je suis devenu du coup monteur. Je travaille beaucoup dans la post-production. Je me suis dit bon, j'ai eu un enfant, c'était un peu trop pour moi. Ouais. Et du coup là maintenant je fais que monter en freelance. Et c'est vrai que quand tu vas travailler, tu te dis ok, je vais travailler, mais il y en a, ils vont à l'usine, moi je suis là, je kiffe, je vois des belles images, je profite. Et c'est la même chose. Je me pose de plus en plus cette question. C'est pour ça que c'est drôle, ton parcours me fait rire, parce que je me dis, là j'aimerais bien peut-être un jour, je sais pas demain, mais peut-être un jour travailler dans le monde du jeu de société. Et c'est vrai que moi, si je travaille dans le monde du jeu de société, c'est plus aussi le côté aller travailler dans les maisons d'édition, faire des projets, dans un côté communication et produit. Et du coup, c'est vrai que d'aller travailler avec du plaisir, pour moi, c'est ce qui est vraiment le plus important. Si tu te lèves le matin et tu dis wow, je vais encore faire un truc. Je crois que je suis vraiment consciente que j'ai une chance énorme d'être là où je suis aujourd'hui, de me lever le matin, de me dire la nouvelle journée, je pars au boulot, mais d'y aller en étant contente d'y aller, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de précieux. On passe 5 jours par semaine, 5 jours sur 7 à travailler. Si c'est une contrainte d'aller bosser, waouh, moi je me reverrais pas repartir en arrière en agence de com, à faire quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment, pour de ne pas m'investir parce que j'ai pas envie de le faire. Là, tout ce que je fais dans mon quotidien, je sais ce que ça va donner, je sais que je suis en train de donner du plaisir à le faire, et que normalement j'aurai aussi le plaisir d'avoir la récompense de ça derrière, de voir les gens jouer au Festival de Cannes, de discuter avec eux, de voir leurs réactions par rapport au jeu qu'on édite. Mais moi je récupère tout ça en me disant, mais tout ce que je fais en plus tous les jours, c'est pour ça, en fait. Et waouh, c'est tellement précieux tout ça. En plus, ça te met une bonne énergie, même dans ta clairement. vie, en fait. Je pense que ça te met une énergie, un positif, un rythme qui est
Bien qui est sûr. hyper plaisant, quoi. Bien sûr. Je disais qu'en agence de com, je faisais des catalogues pour vendre des produits dont on battait le steak, pardon. Hein. Mais là, je travaille pour faire des jeux et je sais que ces jeux vont apporter quelque chose à des gens, quoi. Quelque chose que même moi, quand je me mets à leur place, je me dis, voilà, si moi, j'étais pas dans le milieu du jeu, mais que je découvrais un jeu là comme ça, mais waouh, je livrais quelque chose. Et ça, en fait, bah, moi, je suis à la place là de celui qui offre ce quelque chose. Donc, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau, tout ça. Donc, ouais, je suis extrêmement chanceuse d'avoir cet équilibre dans ma vie pro et ma vie perso avec le jeu de société. Tout ce que j'en retire, pour l'instant, en tout cas, ça n'a toujours été que du positif. Pour revenir à Origame, est-ce que je sais pas si tu me l'as pas dit, je pense, c'est quoi votre ligne éditoriale d'Origames? Du coup, comment quel est votre cible, votre place que vous pensez ou que vous voulez avoir sur le marché? C'est une question qui est assez difficile. C'est une question que je pense beaucoup de maisons d'édition se posent. Et je pense qu'il y a un peu deux cas de figure. On a les maisons d'édition type Super Meeple qui vont principalement aller sur du jeu type expert. Et même si j'ai l'impression qu'ils essayent de gentiment. Voilà, on va dire principalement, principalement sur du jeu expert, en tout cas, qui vont chercher ce type de joueurs-là. On a des maisons comme Cocktail Games qui sont sur vraiment du party game, du jeu très familial, très accessible, etc. Enfin, il y a quelques maisons d'édition qui essayent de choper un segment et de s'y cantonner. Mais on est aussi beaucoup d'autres à ne pas avoir de véritable ligne éditoriale. Dans le milieu du jeu, est-ce que c'est important d'avoir une ligne fixe? Je ne crois pas. La plupart d'entre nous, on fait des jeux parce que ce sont des jeux qu'on a aimés, qu'on a envie de défendre et qui vont pas forcément rentrer dans une case. On est un jeu expert, on est un jeu de déduction, on est un jeu de machin. Donc, on n'a pas de véritable ligne éditoriale, si ce n'est qu'on fait des jeux qu'on aime et qui, pour nous, correspondent à notre image, en fait. Ce qu'on essaye de véhiculer auprès des gens. Donc, c'est pas facile de dire ah bah ça, c'est un jeu qui pourrait aller chez Origames. Mais ça commence un petit peu aussi à se construire. Enfin voilà. Après, je pense que on essaye de dégager ce qu'on appelle un capital sympathie auprès des gens, parce qu'on reste une maison d'édition accessible. On a ce côté décalé avec Tatiana qui fait toutes ses vidéos, des petits pitchs sur un ton très... Après, pour revenir du coup sur Tatiana, je trouve qu'il y a peu de maisons d'édition qui ont cette présence, on va dire, sur les réseaux et qui donnent cette énergie. Pour moi, là, de tête, il y a Origames, il y a Yellow aussi, je trouve, avec Lorraine et je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais Marion. Et Marion, voilà, Lorraine et Marion qui le font aussi, mais il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui ont cette présence. C'est pas facile de trouver sa place, en fait, dans la communication au niveau des jeux de société et des maisons d'édition. Il y a énormément d'acteurs, en fait, qui sont dans ce créneau-là. Je pense au Passe-Temps, je pense à Philibert, je pense à plein de gens, en fait, qui ont cette présence-là de communication, qui ont une influence, en fait, tout simplement, qui ont vraiment une influence. Et en tant que maison d'édition, c'est pas facile justement de ne parler que de soi et de trouver sa place, en fait, là au milieu. Parce que c'est vrai que ça fait pub directement quand c'est toi, c'est un peu ils me font une pub et c'est dur d'être écouté, d'avoir l'impression d'avoir une présence. D'être légitime, d'être légitime, ces choses-là. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Donc, on a la chance, en effet, que Tatiana fasse ça depuis déjà des années, qu'elle ait vraiment une identité, enfin, quelque chose de différent. Voilà, elle a tellement imposé quand je dis imposé, c'est pas dans le sens négatif du terme, mais elle nous a montré sa personnalité, en fait, dans ses vidéos. Et c'est une personnalité tellement attachante, tellement drôle, légère et sincère, en fait. Et je pense que c'est ce qui a plu aux gens. C'est que son autodérision, son humour, son fun, c'est ressenti dans ses vidéos et on a senti que c'était vrai, que c'était pas joué. Et ça, je vous confirme, au quotidien, Tatiana, c'est la même. C'est un moulin à blagues, à petites punchlines bien posées. C'est un humour tellement intelligent et tellement drôle que oui, c'est pas surjoué. Donc, je pense que on a eu c'est une pépite. En fait, Tatiana, c'est notre pépite. Comme on pourrait avoir une pépite dans le jeu de société, voilà, Tatiana, c'est notre pépite. Et cette image-là qu'elle dégage, c'est l'image d'Origames et c'est celle dont on est vraiment fiers.
Donc j'espère que ça se ressent aussi de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui que je suis plus de l'extérieur, c'est difficile de le juger, mais en tout cas j'espère que c'est cette image-là qu'on véhicule. De regarder, c'est vrai qu'elle a une énergie, elle dégage une énergie, et du coup ça vous fait une image de marque qui est assez fun et qui est assez cool, ça c'est vrai. Bon bah je suis ravie de l'entendre alors. Et dans les jeux que toi tu n'as pas forcément édité, est-ce qu'il y en aurait un que tu aurais eu envie en tout cas d'éditer? Question dure. Ouais, question dure. Waouh, j'ai jamais réfléchi à ça. Est-ce qu'il y a un jeu que j'aurais... Oui, forcément. Mais alors là, pour trouver un exemple comme ça, c'est pas évident. En fait, je suis contente d'avoir édité les jeux que j'ai édités. J'ai jamais eu de déception où je me suis dit si, forcément je me suis déjà dit ce jeu-là j'aurais aimé le faire, mais là j'ai pas d'exemple en tête tout de suite. Pour parler du coup des jeux que tu as édités, j'avais vu que tu étais assez fier du coup de l'édition de Planet No. Oui. Et que du coup comment un peu s'est passé ce projet, comment il est arrivé dans tes mains et comment tu l'as emmené là où il est aujourd'hui, parce que du coup il a été très vite en rupture et faut le précommander. Comment ça s'est construit ce projet? Alors j'aime bien raconter cette histoire parce que ça a été un peu... C'est pas le premier jeu que j'ai trouvé chez Origames. Le premier, c'était la Guilde des Expéditions Marchandes. Mais Planet Unknown a été mon deuxième. Et l'histoire de Planet Unknown, elle remonte à bien avant que j'arrive chez Origames. Parce que, donc comme je disais avant, quand je m'intéressais au jeu, je suivais aussi tout ce qui était campagne Kickstarter, campagne de financement participatif. Et j'étais tombée sur ce jeu-là à l'époque de sa campagne. Alors, me demande pas l'année, j'en ai aucune idée, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'avais vu passer ce jeu. J'avais regardé rapidement la campagne et puis je me suis dit tiens, ça a l'air cool, pourquoi pas. Puis hop, j'avais pledgé, donc j'avais participé moi aussi pour recevoir ce jeu. Et puis le temps était un peu passé, je reçois un mail qui me dit attention, fin de campagne, etc. Et puis c'était un moment donné où financièrement c'était pas ouf. Je rouvre ce truc-là et puis je regarde le jeu, puis je me dis ouais, je sais pas quand même, le thème espace, est-ce que ça va pas être trop compliqué, cette histoire de plateau tournant, est-ce que ça va pas être un peu cheap, l'éditeur il sort un peu de nulle part, donc on peut même pas se fier en fait, savoir s'il a déjà fait des choses sérieuses ou pas. Donc ouais, j'ai un gros doute à ce moment-là, et puis du coup je retire mon pledge, donc je retire l'argent que j'avais mis dessus, je décommande pour ce jeu-là. Le temps passe, donc les années passent même, clairement, j'oublie clairement l'existence de ce jeu-là. Donc entre-temps, voilà, je suis embauchée chez Origames, etc. Première année, j'arrive sur la deuxième année, je crois. Et c'est un ami, un ancien collègue de chez Play-in, qui est très souvent dans une ludothèque, qui a une asso où il se retrouve régulièrement pour jouer, etc. Qui me fait Copla, j'ai reçu un jeu là que j'ai kickstarté, t'as un système de plateau tournant, des polyomino, machin. Il m'explique le jeu, il me dit c'est génialissime, tout le monde a accroché. Et puis c'est vrai qu'il me parle de ce plateau tournant, de thème espace et tout. Ça me dit vaguement quelque chose, en tout cas ça m'évoque quelque chose, mais je dis ok, tu me montreras à l'occasion et tout. Donc première petite touche on me dit que le jeu est génial, quoi. Quelques semaines après ça, il y avait un rassemblement d'instagrammeurs, instagrammeuses dans les vignes, qui était organisé par Jeu des Vignes, et là je tombe sur les photos de toutes les personnes qui ont participé, et je tombe pendant 3-4 jours sur je sais pas, au moins 6 ou 7 personnes qui prennent en photo ce jeu-là et qui disent c'est mon coup de cœur du week-end, ce jeu est absolument génial, coup de cœur. Et je vois passer donc les photos, les avis de tout le monde, et je me dis mais attends, mais ça me dit vraiment quelque chose ce jeu-là. Et puis je fais le lien avec ce que m'a dit mon ancien collègue, que c'était un Kickstarter et tout, et là je me dis mais je crois que c'était le jeu que j'avais pledgé et que j'ai abandonné, quoi. Donc deuxième fois qu'on me dit ce jeu est vraiment génial, deuxième touche là-dessus. Le temps passe, arrive la Gen Con, donc aux États-Unis. Je vais à la Gen Con avec mon boss, et dans les allées, je tombe sur ce petit éditeur avec cette boîte, ce jeu, ce plateau tournant que je reconnais tout de suite.
Donc là, j'ai le matériel devant moi, je le touche, je le manipule, je regarde, je discute un peu avec l'éditeur et je me dis mais ouais, en fait, c'était ce jeu-là et du coup, je regarde mon boss qui lui aussi commence à discuter et tout et discrètement, je lui dis écoute, Guillaume, tu fais ce que tu veux, mais ce jeu, il faut qu'on le signe. Tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut qu'on récupère ce jeu, il faut qu'on fasse ce jeu. Donc, il m'a écouté, il m'a fait confiance encore une fois. Et il s'est renseigné aussi un peu de son côté et toutes les personnes, parce que mon boss connaît quand même pas mal de monde, ça fait des années qu'il est dans le milieu du jeu. En plus, il travaille beaucoup avec la fabrication, avec l'usine de fabrication, donc il a aidé beaucoup de personnes, il a beaucoup de connaissances en tout cas dans le milieu du jeu et toutes les personnes à qui il a demandé un avis sur ce jeu-là, donc les Américains qui connaissaient déjà le jeu, tout le monde lui a dit vas-y les yeux fermés, c'est un très bon jeu. Et donc, en effet, on a réussi à négocier pour signer Planet Unknown pour la version française de Planet Unknown. Et Planet Unknown est arrivé du coup chez Ori Games et c'est devenu j'avais envie que les gens le trouvent aussi cool que ah oui, parce que ce que j'ai pas dit quand même entre temps, c'est qu'on a ramené le jeu, on l'a testé des milliards de fois. Bien sûr, oui. on a testé il y avait même une version numérique, donc on avait joué aussi à la version numérique avant enfin bref, évidemment qu'on est tous tombés en amour sur le jeu, on était tous d'accord que ce jeu avait vraiment un potentiel et qu'on y croyait à mort, quoi. Donc c'était un jeu cher, c'était un jeu qui demandait un gros investissement, mais on y allait, quoi. C'est vrai que le jeu, je crois, il est à plus de 60 € de mémoire. Il est à 68 €, mais on vient de réussir à négocier là sur le nouveau print pour le descendre à 60 €, donc on a réussi sur le nouveau print, à descendre son prix. Il était sur Philibert, j'avais regardé, il était dans les 60, un truc comme ça. Ouais, on a réussi à le faire descendre, ouais. Parce que c'est vrai que, surtout aujourd'hui, un jeu à 60 €, faut dire les mots, c'est cher. C'est très cher, bien sûr. Et du coup, c'est vrai que faut avoir... surtout, moi, j'ai jamais joué à ce jeu. C'est plus expert ou plus initié Pas du tout. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est que quand on voit cette grosse boîte, parce que la boîte est quand même très large, ça très fait grosse, expert, ça fait... le thème espace, on se dit tout de suite, oulala, je vais passer 4 heures là-dessus, je vais rien comprendre, c'est pas la peine. Et en fait, pas du tout. Planet Unknown, c'est un jeu super accessible. J'ai fait jouer mes parents. Mon père a bientôt 70 ans. Il a très bien compris le jeu. C'est un jeu qui est super accessible. Alors, faut expliquer les règles, faut le comprendre, etc. Mais en fait, tout est très fluide. C'est du simultané en plus. Donc, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste capter sur les 6 couleurs ce qui se passe, mais franchement non, c'est accessible même pour du familial en fait, à peu de choses près, quoi. Donc il fait peur, il est cher, mais c'est un jeu qui est accessible aux joueurs qui ne sont pas des gros joueurs, mais qui va aussi plaire aux joueurs qui sont des gros joueurs experts et qui vont aller chercher la strat, parce qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Je ne sais pas si tu connais le principe, mais donc tu as ta planète et ta corporation, et il y en a 7 dans le jeu version classique qu'on achète en boutique. Il y a 7 planètes, 7 corporations, donc ça nous fait 49 combinaisons possibles, 49 combinaisons de plateau planète, plateau corporation possibles, et chacune a ses particularités, ses spécificités, donc on peut vraiment aller pousser la strat autant que possible. Il y en a des plus faciles que d'autres, etc. Donc ça plaît autant aux joueurs qui vont vraiment avoir ce côté satisfaisant, parce que c'est vraiment un jeu satisfaisant, et aux joueurs qui vont, en plus de cette satisfaction, aller se casser la tête et aller trouver la meilleure strat à adopter selon la planète et la corporation. Donc non, il ne faut surtout pas avoir peur de Planet Unknown. Moi, j'ai pas peur. Hein. Eh bien, je t'invite alors à essayer Planet Unknown. Moi, j'aime bien les jeux experts, donc sur ça, j'ai vraiment pas peur. Mais je posais cette question surtout parce que le prix, on va dire, quand on fait un jeu qui sort des sentiers experts, j'ai l'impression que c'est dur qu'on a un prix assez élevé, c'est dur de se positionner, et j'ai l'impression qu'il a quand même bien fonctionné malgré son tarif et malgré sa cible. Oui, parce qu'il est sorti il y a maintenant plus de 2 ans et qu'on n'était pas encore dans cette tendance petite boîte, petit prix. On était encore dans des gens qui étaient
qui avait la possibilité de sortir un billet pour s'acheter un jeu à 68 €. Donc, comme en plus il avait fait parler, étant donné que c'était un Kickstarter, donc les joueurs qui s'intéressent à ce type de jeu en avaient déjà un peu parlé. Voilà, on savait que c'était un bon jeu. Les notes sur BGG étaient excellentes. Donc, il y avait quand même déjà la préparation du terrain quand Planet Unknown est arrivé. Et du coup, ça a fait qu'en effet, il s'est vraiment très, très bien implanté. Il a été... donc, quand je parle implanté, je ne sais pas si tout le monde comprend le terme, c'est le nombre de boutiques qui ont mis en vente le jeu. Un distributeur, entre guillemets, pour simplifier les jeux. Pour simplifier le mot, même si c'est pas un distributeur, et pour simplifier le vocabulaire, il a été envoyé dans, on va dire un peu comme le cinéma, il a été dans plein de salles. Voilà. Exactement, c'est le même principe. L'année où il est sorti, c'était l'année de Earth, de chez Lucky Duck aussi, et Planet Unknown a eu un meilleur lancement que Earth, par exemple. Donc, on était super contents de voir qu'en fait, malgré son prix, le jeu a eu un super bon démarrage et aujourd'hui, il continue à se vendre. Alors, pas de manière, pas comme à sa sortie, mais comme tous les jeux, évidemment. Oui, de toute façon, maintenant, je pense, c'est très très dur d'avoir un jeu qui est un peu un jeu de fond qui reste plus de 1, 2, même si on arrive à passer l'année 2 déjà, c'est champion du monde. Ça, c'est encore un autre débat, mais en effet. Mais en tout cas, oui, Planet Unknown continue à se vendre et on espère que le fait d'avoir réussi à faire baisser ce prix-là, il pourra permettre à ceux qui ont pas encore tenté l'expérience de se laisser la chance, de laisser la chance de tester ce jeu qui est pour moi toujours un de mes jeux préférés, malgré mes centaines et centaines de parties depuis déjà plusieurs années. On va parler un petit peu des prochaines sorties d'Origame qui sont du coup Balconia. Balconia est déjà sorti. Oui, c'est déjà sorti, mais dans l'actualité de... ça va vite. Oui, c'est vrai. Comme on fait une vingtaine de jeux à l'année, des fois on en a 2 dans le mois, 2-3 dans le mois. Donc, parce que là, du coup, il y a Origame, il y a la deuxième boîte de Chronologique qui est sortie. Chronologique, non. Alors, il était en avant-première au Festival de Cannes. On a fait venir des boîtes en avant-première. Le jeu sortira au mois de mai. D'accord. Mais ça, c'est aussi Chronologique, pour y revenir. C'est aussi un des... Alors, contrairement à Planet Unknown, Chronologique, c'est une création. Et là, c'était mon boulot aussi en tant que chef de projet de faire naître Chronologique, enfin, en tout cas, de le faire arriver jusqu'en magasin. Donc, c'est aussi mon bébé Chronologique. Donc là, on a la deuxième boîte qui arrive au mois de mai. On sort une autre création là ce mois-ci qui s'appelle Happy Days, qui est un jeu de pli sur le thème des zombies. On a Village Pillage, qui est une localisation, c'est le 3e de la gamme qui va sortir. On a un nouveau jeu aussi, qui est un jeu un peu sur le principe, alors pas sur le principe, mais qui sera dans la même gamme que Backstories de chez la boîte de jeu, qui est un jeu donc solo, mais évidemment auquel on peut jouer à plusieurs, dans lequel c'est un peu le jeu dont vous êtes le héros, puisque tu vas vivre une aventure, faire des choix, tes choix auront des conséquences, et le principe, c'est que les cartes que tu vas lire, quand tu vas faire tes choix, on va te dire soit de retourner la carte et de la mettre derrière, soit de la retourner dans ce sens-là. Enfin, il y a un système de flip, de retournage de cartes, et selon le choix que tu fais, la carte ne sera pas dans le même sens, n'aura pas les mêmes conséquences. Et donc, tu vas vivre une aventure comme ça. Le thème, c'est le naufragé, donc il y a une histoire d'île déserte et de danger un peu partout. Et il y a 13 fins différentes dans le jeu, donc le jeu est totalement rejouable. Ça, c'est un nouveau concept qu'on a hâte de lancer aussi pour voir un peu comment il est perçu. Parce qu'il y en a déjà un deuxième en préparation et même un troisième. Donc là, on aime bien lancer des jeux sur des gammes, donc comme Chronologique qui va avoir sa suite et ses extensions et même sa 3e boîte l'année prochaine, ou ce fameux Fate Flip avec le premier titre qui arrive là au mois de mai aussi. Ok, donc encore beaucoup de travail pour toi du coup. Ces jeux-là, ils sont terminés depuis longtemps. Oui, mais du coup, après, quand ils sortent, après, faut quand même même si c'est pas trop ton travail, faut quand même les vendre, faut que. Bien sûr, oui. Ils arrivent dans leur deuxième vie, on va dire. Il y a la vie avant la sortie et il y a la vie après la sortie. Tout à fait. Et c'est ça limite le plus difficile en fait, c'est de réussir à faire vivre son jeu sur plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, c'est principalement un travail de communication. Et là, moi, c'est vrai que du coup, je touche plus du
tout à la communication. Et un travail aussi, du coup, après, de notre distributeur qui lui, du coup, gère les boutiques, les jeux qui vont aussi potentiellement arriver en GSS. Donc, la GSS, c'est grande surface spécialisée. Donc, c'est tout ce qui va être Fnac, Cultura, Furet du Nord, voilà, toutes ces boutiques vous êtes placé, assez bien placé en GSS? Eh ben on est content parce que alors c'est assez dingue parce que c'est pas du tout le même public qu'on va trouver donc Non, c'est sûr. Parce que l'entrée d'un jeu en GSS c'est quand même assez compliqué parce que c'est vraiment pas le même public oui, tout à fait. Mais il y a ceux qui ont des boutiques de jeux, quoi. Tout à fait. C'est pas le même public, mais on a aussi plusieurs typologies. Clan qui est vendu depuis des années dans ce genre de boutique et il se vend très très bien. Donc il y a aussi du jeu expert. Earth a été pas Earth. Mince, comment il s'appelle, le jeu de Super Meeple qui a été As d'or sur les eaux. Ark Nova, merci. Ark Nova, c'est extrêmement bien vendu en GSS, alors que on s'attendrait à ce que les joueurs aillent l'acheter plutôt dans les boutiques spécialisées. Donc, il y a des surprises en fait des fois avec ce type de magasin et des bonnes. Donc c'est sûr que quand on arrive à arriver dans ces magasins-là, à entrer dans leur catalogue, pour nous c'est parce des victoires. C'est une ouverture économique qui est même si les boutiques de jeux il y en a besoin, mais de rentrer dans GSS déjà on touche 3, 4, voire 5 fois plus de personnes. Encore une fois, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes chiffres, etc. Mais c'est clairement quelque chose sur lequel il faut se concentrer autant que possible. Enfin, il faut les deux, quoi. On n'oublie pas évidemment les boutiques, mais aujourd'hui, les magasins de ce type-là représentent une vraie part de marché qui est vraiment non négligeable. Ouais. J'imagine. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils essayent de plus en plus de développer leur rayon jeux de société. Car en France, on est quand même un pays un peu place forte du jeu de société en Europe, voire même dans le monde. Oui. Et du coup, il y a un gros bassin de joueurs qui est encore en train d'évoluer. Et bon, exactement. Quand tu t'appelles la Fnac, tu vas pas laisser ta part du gâteau, ça c'est sûr. Non, clairement. Non, je suis totalement d'accord avec ça. On reste dans une dynamique d'évolution dans le milieu du jeu de société. On a de plus en plus de joueurs. Alors évidemment, il y a eu le boom du Covid, du confinement, et il y a eu énormément de joueurs à cette époque-là. Il y en a qui ont lâché le truc, mais il y en a qui sont restés. Donc toute cette clientèle-là, c'est une nouvelle clientèle, et toutes celles qui arrivent dans les Fnac, les Cultura et tout ça, ils essayent d'aller chercher ce genre de personnes qui vont accrocher aux jeux de société, qui vont découvrir le jeu de société moderne, parce que on a encore malheureusement, et on a du mal à s'en détacher, cette image de le jeu de société, c'est le Monopoly, c'est le Uno, c'est le jeu auquel tu joues avec c'est un jeu, c'est du jeu, donc qui dit jeu dit enfant. C'est une image qu'on a vraiment du mal à changer et à moderniser. Donc moi, c'est vrai que quand les gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de société me parlent d'un Uno ou de ce genre de jeu, je leur dis c'est comme si vous me parliez de Pac-Man pour le jeu vidéo, en fait. Oui, c'est des ancêtres. C'est la genèse, ok, ils sont là, ils font partie ils font partie du patrimoine ludique, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, quoi. Mais voilà, il y a un moment donné, on est en 2025 et il s'en est passé des choses depuis le Uno, et il faut s'y intéresser pour se rendre compte que il y a énormément de choses proposées, il y en a pour tous les goûts, tous les types de joueurs. Aujourd'hui, j'ai du mal à accepter quelqu'un qui me dit j'aime pas jouer, j'aime pas les jeux, c'est pas possible. Comme si tu me disais j'aime pas le cinéma, il y a bien au moins un film dans ta vie que t'as aimé. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est mon petit combat aujourd'hui d'essayer de populariser autant que possible le jeu. Ce que tu dis, moi j'ai fait des ateliers un peu dans l'école de ma sœur qui est institutrice, et j'avais été étonné qu'en fait il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas vraiment ce qu'est un jeu, et du coup ce qu'il dit, si les enfants ne savent pas, les parents ne savent pas, et j'avais ramené 10-15 jeux, et ils me demandaient oui mais on peut jouer au Uno. Non, désolé, je n'ai pas ramené le Uno, mais c'est parce qu'ils connaissaient que ça, et après finalement ils étaient très
très content de jouer à d'autres jeux et je trouve que c'est par étapes que ça va se passer, même si j'ai l'impression que c'est de plus en plus, mais c'est par étapes, petit à petit que... Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand je disais qu'il va y avoir une évolution et qu'on est toujours dedans, oui, c'est le cas. La vraie barrière du jeu de société, c'est que ça demande un investissement et que ça fait peur. Pourquoi ? Parce que on s'imagine qu'on ne va pas comprendre, qu'on va passer pour un débile, que en plus de ça, ça demande de rassembler des gens, ça demande à ce que quelqu'un connaisse les règles, que ce quelqu'un soit capable d'expliquer correctement les règles. C'est énormément d'efforts en fait qui sont demandés. Là où je parlais du cinéma, quand on va au cinéma, on pose ses fesses dans un siège et on regarde le film. Enfin, il y a aucun effort qui est demandé en fait. Ça dépend quel film. Hein. il y a des films, par exemple, on va dire Tenet. Ça demande de s'accrocher, on est d'accord. T'es devant, tu dis ok, bon, ouais, ok, j'ai rien compris, mais ok. C'est pas faux. Enfin, en tout cas, au début, on peut être perdu, c'est vrai. Mais en tout cas, ce que j'essaye de dire, c'est quoi, le jeu de société a ces barrières-là qui sont compliquées. Le Uno, le Monopoly, tous ces jeux-là, ce sont des jeux rassurants. C'est pour ça, notamment, que Skyjo fait un carton. Skyjo, c'est ultra laid. Quand tu regardes cette couverture qui a un vert bleu, on ne sait même pas quelle couleur c'est, tellement ça, c'est inexplicable. Et ces chiffres, ça n'a rien d'agréable. C'est même presque comment on dit, agressif, tu vois, pour le regard de tous les joueurs de jeux de société modernes. Mais pourquoi ça a fait un carton aussi énorme ? Parce que c'est un jeu qui ne fait pas peur. Parce que c'est des chiffres de 1 à 12, que ça a l'air d'être un vieux jeu des années 90. Et les vieux jeux des années 90, le Jenga, le Monopoly, le Cluedo, je sais même pas de quel... Non, je dis 90. Non, je dis ça parce que, évidemment, quand j'étais gosse, c'était ces jeux-là auxquels on jouait. Mais je veux dire, ce sont des jeux qui sont connus, qui sont rassurants, qui ne font pas peur. Et du coup, on se lance dedans, sans crainte. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est plus facile de lancer un Monopoly ou même un Monopoly ou un jeu de cette époque parce que inconsciemment, on n'a pas besoin de se rappeler des règles parce que c'est dans notre... c'est ancré. C'est ancré, en fait. On sait, ok, je vais jouer au Monopoly, je vais faire ça, j'ai pas besoin de lire les règles, ou je vais jouer au Uno, je sais que ça se joue comme ça. Et c'est vrai que quand d'autres jeux, ça demembre quand même un investissement. Ces règles-là, finalement, elles se sont transmises, en fait. Et c'est ce qui va finir par arriver. Tous les gens, aujourd'hui, qui deviennent des joueurs, ils vont aussi transmettre à leurs enfants. C'est sûr. Donc, c'est une évolution qui normalement, devrait arriver. Et j'espère qu'à un moment donné, le Monopoly, le Uno ne seront plus les références de base du jeu de société et qu'on aura de nouvelles choses. Mais en tout cas, voilà, normalement, l'évolution des choses est censée aller par là, quoi. Non, c'est sûr, parce que par exemple, moi, je prends l'exemple de moi, mon fils aujourd'hui, vu que je suis joueur, on joue tout le temps. Je sais que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il aura tout ce bagage ludique et Absolument. Ça sera pas le seul, il y en aura d'autres. Et du coup, ça va faire un nouveau bassin qui va faire un nouveau bassin qui va faire un nouveau bassin. Et au bout d'un moment, tout le monde, ça sera jamais tout le monde parce que il y a des personnes qui sont moins sensibles que ça, mais ça va faire un socle de plus en plus gros normalement. Tout à fait. Ok. Bon cool, on va du coup passer à la deuxième partie qui est plus des questions où tu vas me dropper des noms de jeux. Oui, c'est son premier lancé. Premièrement, je vais te poser quel est ton premier lancé, qui est un peu le nom du podcast. Du coup, ton premier lancé, quel est le jeu ou les jeux qui t'ont fait entrer dans cette passion, où tu t'es dit, quand t'as joué à ça, t'as dit ah ouais, mais en fait, ok, il y a des trucs, je vais y aller. Le premier, ça a été Carcassonne. Carcassonne, qui a été sorti par mon frère aîné sur un week-end en famille. Et je ne sais même pas comment lui avait découvert ce jeu-là, mais en tout cas, il nous a sorti la boîte de Carcassonne, il nous a fait jouer, donc mes parents, ma belle-sœur, lui et moi, à notre première partie de Carcassonne. Et dès le démarrage, dès l'explication des règles, dès les premiers tours de jeu, je me suis dit waouh. Qu'est-ce que c'est que ça en fait, d'où il y a plus que les jeux auxquels on jouait
dans notre enfance. Et dès que la partie s'est terminée, j'ai voulu en savoir plus. En fait, ça a vraiment été le point de départ, cette partie de Carcassonne. Ça a été le point de départ de OK, il existe d'autres jeux que ceux que je connais. Avant ça, j'ai pas d'autres exemples. Donc Carcassonne faisait partie des premiers. Je me souviens de Love Letter aussi, qu'un collègue, quand j'étais du coup en agence de com, qu'un collègue un midi a sorti pour faire jouer la team. Regardez, j'ai découvert ça, petit jeu de cartes, machin. Donc ouais, Carcassonne le premier, Love Letter le deuxième. Ok, qui sont maintenant pour moi c'est de là qui sont très très bien, mais qui sont pareil pour les joueurs qui font partie du socle historique des jeux de société, qui sont très très bien. C'est des jeux parfaits pour entrer dans le milieu du jeu de société moderne. Les règles sont faciles, simples, mais il y a quand même ce petit plus qui fait un truc vraiment cool. Et te fait ressentir des choses. Voilà, absolument. C'est ça. Et du coup, dans ta ludothèque, même si c'est pas le meilleur jeu, est-ce qu'il y a un jeu, un ou plusieurs qui ont une importance particulière pour toi, que ça soit de cœur ou qui a une énergie ou quelque chose comme ça? Ouais, je déteste cette question. C'est quoi ton jeu préféré? Non, c'est pas ton jeu préféré. Hein. Celui qui c'est pas forcément ton jeu préféré. Ça peut être même un jeu nul. Mais quand tu joues, il y a cette énergie où en fait tu pourrais jamais t'en débarrasser, t'en séparer parce qu'il a une histoire en fait ce jeu. Ouais. Il y en a plusieurs je pense, hein, mais on parlait de Carcassonne. Clairement Carcassonne aujourd'hui ça doit faire 6 ans qu'il n'est pas sorti de mon étagère et pourtant je suis incapable de m'en séparer. Donc je pense que tous mes premiers jeux, les premiers jeux qui sont rentrés dans ma ludothèque, même si aujourd'hui je sais qu'il y en a des bien meilleurs, je pourrais pas m'en séparer. Ouais. Quels exemples je peux donner? Je sais même pas. Il faudrait que je regarde ma ludothèque pour être capable de répondre à ça. Sinon, aujourd'hui, je suis capable de dire ce jeu-là, c'est pas le meilleur, mais je sais avec qui y jouer parce que c'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est que je joue de moins en moins pour moi, mais plus pour apporter quelque chose aux gens avec qui je vais jouer. C'est-à-dire que je vais choisir un jeu par rapport à ton public, c'est ça? Ouais. Là, par exemple, dernièrement, il y a The Cover qui est sorti. Je me suis dit, j'ai pas envie de l'acheter pour moi, même si je le trouve cool, hein, mais je sais que la prochaine fois que je vais voir mes parents, je leur fais jouer à ce truc-là et je sais qu'ils vont adorer. Donc aujourd'hui, mon plaisir, il est dans faire découvrir aux autres, de savoir cibler quel type de jeu les gens avec qui je joue vont aimer. C'est plus ça aujourd'hui mon délire. Donc j'ai encore plein de jeux dans cette ludothèque qui sont des jeux que je garde pour telle ou telle personne, quoi. Ok. Et y a-t-il des jeux qui ont marqué des étapes importantes de ta vie? Donc déjà, tu as parlé de Carcassonne. Je pense qu'il y a aussi Planet Unknown, qui est une étape professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ont du coup marqué des étapes de ta vie comme ça? J'ai des jeux, par exemple, Route, ça a été mon premier jeu, je pense un de mes premiers jeux experts. Le jeu qui m'a demandé de regarder des vidéos règles de 40 minutes x 4. Oui. Après, t'es pas parti sur ce... Moi, je suis toujours étonné sur cette boîte, parce que cette boîte, c'est marqué 10 ans et plus. Alors que maintenant, les experts, c'est plutôt 14 ans. Et quand je regarde ça, je me dis, mais moi, c'est un des jeux, et pourtant j'en ai fait pas mal, mais c'est un des jeux experts où j'ai vu faire plusieurs parties pour pouvoir déjà comprendre. Parce qu'avant, au début, la première partie, déjà, tu dis, bon, si déjà j'arrive à gérer mes persos, déjà, c'est ok. Oui, c'est exactement ça. C'est le jeu, quand je parlais d'investissement tout à l'heure, clairement, Route demande un énorme investissement, mais pour une très bonne cause, puisqu'en fait, c'est un jeu absolument génial. Et c'est fou de se rendre compte qu'un jeu asymétrique comme ça puisse être autant équilibré et que chaque joueur ait sa propre manière de jouer, sa propre manière de gagner la partie, mais que pourtant on joue tous au même jeu. Enfin, il y a quelque chose de
hallucinant pour moi dans Route qui m'a fait me dire waouh, en fait, je suis capable de jouer aux jeux experts et de trouver ça agréable sans y laisser mon cerveau qui dégouline par les oreilles, quoi. Donc, Route a été un de ces jeux qui m'ont marqué. Qui ont marqué un passage à un moment donné, passage voilà, à l'âge adulte, quoi. Je t'ai dit, ok, le jeu expert, c'est quelque chose qui peut être aussi cool, même si, je parle pour moi, j'aime bien jouer au jeu expert, mais en vrai, j'aime jouer. Si tu me dis demain, il y a des jeux, j'y vais quand même plus à reculons, mais je peux faire du party game, comme l'initié, comme du familial, j'adore jouer avec mon fils, j'adore jouer avec ma famille, comme du expert. Donc, mais c'est vrai que l'expert, pendant un moment, peut-être plus par flemme que par de lire le livret de règles, de regarder les vidéos, de regarder vraiment tous les trucs, j'avais, on va dire, la flemme de m'investir. Ah mais oui, bien sûr. J'y reviens, mais l'investissement. Et c'est vrai que depuis que maintenant je suis dans une association, ça aide aussi beaucoup. Il y en a qui font le travail à ma place et plus qu'à jouer. C'est plus pratique. C'est ça. Je pense aussi à Pandemic Legacy. Pandemic Legacy qui a été ça n'a pas été mon premier Legacy parce qu'il y en a un avant que j'ai jamais terminé, mais le Pandemic Legacy, je l'ai fait c'était la première fois que j'étais vraiment sur un jeu en campagne où je retrouvais le même groupe de joueurs et joueuses, où on se retrouvait ensemble pour avancer, et comme en plus c'est coopératif, moi ça me plaît encore plus, donc c'est pareil, le Pandemic Legacy m'a montré ce que c'était que vraiment se créer un groupe de joueurs, de groupe d'amis avec qui du coup tu donnes des rendez-vous et tu vis une aventure sur plusieurs jours. Ça m'a énormément plu aussi, et ça m'a clairement donné envie d'en faire d'autres derrière. C'est vrai que le Legacy, ça demande... C'est très dur. Moi, j'en ai fini que très très peu. Parce que c'est très dur d'avoir Ah oui. Et puis, quand t'as commencé une campagne avec un groupe de joueurs, tu dis, t'es obligé de le finir avec tout le temps le même groupe. C'est impossible, sinon c'est bizarre. C'est mieux, en principe, Oui, c'est pas impossible, mais c'est mieux. Et c'est vrai que ça demande... un autre investissement, mais c'est un truc cool, comme tu dis, du coup, de se donner ce rendez-vous obligatoire, entre guillemets, il n'y a rien d'obligé, mais des personnes, du coup, tu sais que je vais peut-être les voir sur une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines pour ce rendez-vous, et du coup, ça rassemble, et ce qui est un peu pour moi, j'adore jouer, mais c'est aussi ça que j'adore dans le jeu de société, c'est ce côté... de rassemblement, d'énergie commune, en fait. Le jeu de société, ça se partage, comme son nom l'indique, c'est un jeu de société, donc on ne fait pas on peut faire du jeu de société tout seul, évidemment. Il y en a de plus en plus, mais après, moi j'ai du mal après, c'est mon avis personnel, j'ai du mal à comprendre le jeu solo. C'est différent, c'est clairement différent. On n'a pas tous la chance de pouvoir jouer autant qu'on veut, et donc le jeu solo reste une option. Et ça peut même, d'ailleurs, même si on a le public, on peut aussi aimer jouer seul. Je peux parfaitement le comprendre. Moi, je vais préférer en effet me tourner sur le jeu vidéo pour jouer seul, mais je comprends parfaitement qu'on puisse aussi avoir cet intérêt pour le jeu solo. Ça, clairement, oui, je l'entends parfaitement. Mais moi, ce que j'aime, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'en suis arrivée à un point où je joue presque plus pour moi, mais pour les gens, pour ce que je vais apporter aux gens qui sont en face de moi. Donc, ça rejoint totalement cette idée-là. Après, pour ton métier, tu dois jouer presque tous les jours, que ce soit à des jeux finis, à des jeux en proto, à des découvertes. Donc c'est vrai que quand tu joues pour le plaisir, tu joues aussi beaucoup pour les personnes avec qui tu joues. Et quel est le jeu aujourd'hui que tu sors le plus de ta ludothèque ? C'est tellement par vague. Enfin, c'est difficile de répondre à ça. Parce qu'il y a des tendances. Il y a des tendances de là, on est dans une période où on joue beaucoup aux jeux de pli. Il y a des tendances où tu joues beaucoup à des jeux très agressifs, là, comme Far Crown et tout ça. Donc, quels sont les jeux que je sors le plus aujourd'hui? C'est trop dur. Ça passe. Ces tendances passent tellement vite. Je suis sûre que je peux en trouver un que je sors facilement. Non, j'ai du mal. Encore une fois, j'ai tellement de jeux que je n'arrive pas à en choisir un. Pourtant, si j'étais devant ma ludothèque, je dirais celui-là, oui, clairement, il sort facilement.
J'ai beaucoup joué en... Non. C'est trop dur. Ça évolue tellement vite que j'arrive même pas à en trouver un. Ce qui est drôle, bon, là c'est un podcast, personne ne voit, mais on dirait qu'elle se fait une conversation à elle-même à deux endroits différents. Elle se fait des auto-réponses et des auto-questions, ça c'est drôle. C'est ça. Alors, j'ai beaucoup de mal à trouver le jeu que je sors facilement. Là, on est dans une tendance petit jeu de cartes, donc j'aime bien mettre un jeu dans mon sac à main et me dire à tout moment, il peut sortir voilà, ou dans un bar ou un truc comme ça avec des amis. Chez Origames notamment, on a la gamme métal qui est parfaite pour ça. C'est la gamme des petites boîtes du coup que tu glisses dans ton sac à main. Et là, on essaye d'en faire de plus en plus. On a l'Auberge des Pirates qui ressemble énormément à Flip 7 là, qui est en vogue en ce moment. L'Auberge des Pirates, c'est le genre de jeu que tu peux sortir ultra facilement et que j'ai emmené un peu partout dans le sac à main. En fait, il restait systématiquement dans mon sac à main. Et par moment, tu trouves l'occasion de sortir ce jeu-là. Donc ouais, c'est ce type de jeu impromptu, voilà, qui peut sortir où à tout moment tu peux dire tiens, et si on faisait une petite partie de ça, j'ai un jeu dans mon sac. Ah bon? Ouais, j'ai toujours un jeu dans mon sac. Quelle nouveauté tu attends le plus, s'il y en a une que tu attends, que ça soit chez Origame ou chez même un autre éditeur, où tu t'es dit, t'as découvert sur un salon ou autre part, tu t'es dit ce jeu je suis pressé qu'il sorte, même si je sais que pour les éditeurs c'est un peu dur parce que vous êtes un peu en décalage avec les sorties actuelles, vous avez déjà les jeux qui sortent, vous les connaissez déjà depuis un certain temps, donc Ouais, et là, plus le temps passe, plus les jeux qui sortent, je me dis celui-là, je l'avais testé en proto. C'est assez flagrant aujourd'hui le nombre de jeux que je connaissais déjà avant leur sortie. Donc, est-ce qu'il y en a là actuellement que j'attende, que ce soit des jeux en création française ou des jeux de l'international? Je suis pas sûre. J'ai pas de gros titres là qui me viennent en tête. Si, j'attends impatiemment, même si je l'ai pas tout fait, mais j'attends impatiemment le Clank Legacy 2. Le Clank Legacy 2, j'attends justement quand je parlais de campagne où tu retrouves tes amis, j'attends de me créer mon groupe et de dire allez, on se lance dans la campagne et on vit la campagne de Clank Legacy 2. Le premier était déjà tellement incroyable que j'ai commencé à faire le deuxième parce que c'est pas moi qui me suis occupée du coup de Clank, c'est mon collègue Simon. Mais on a fait quelques tests et on était là, waouh, c'est incroyable. Donc j'ai hâte de recommencer. En plus, pour le Legacy 2, j'ai vu qu'il sera en vente que sur le site d'Origame, c'est ça? Ouais, c'est un jeu qui ne sortira pas en boutique. Très compliqué quand je parlais tout à l'heure que la gamme Clank, c'est un peu un cas particulier. On a des accords vraiment très stricts avec Clank qui ne nous permettent pas de faire ce qu'on voudrait faire. Donc si on veut sortir le jeu à un prix décent sans que ça pose problème aux boutiques, aux distributeurs, aux clients, enfin si en fait le truc le moins pardon l'expression casse-gueule, c'est de le mettre exclusivement en vente sur notre site internet. Le jeu sera vendu du coup au même prix à tout le monde, personne ne cassera les prix parce qu'en fait on se sert aussi de nos expériences et on a eu une très mauvaise expérience avec Le Secret de mon père, qui était un jeu du coup qui était aussi en précommande. Quand déjà le jeu est arrivé, je crois qu'il est limite sorti en magasin plus tôt que ce que les gens qui avaient précommandé l'ont reçu. Mais surtout, on a des boutiques qui ont cassé les prix. Donc on s'est retrouvé en fait avec des personnes qui découvraient le jeu, enfin qui achetaient le jeu moins cher que le pledge, que ceux qui l'avaient pledgé, qui avaient donc participé au fait que ce jeu allait exister. Et ça a causé énormément de soucis. Donc, on se sert de cette expérience-là aussi pour ne pas recommencer. On ne peut pas toujours tout prévoir, on ne peut pas toujours tout gérer, on ne peut pas tout anticiper. Mais là, on s'est dit que ce qui allait causer le moins de soucis, en tout cas, c'était cette option-là. Donc, pour l'instant, en effet, le jeu n'est prévu qu'en commande et pas en physique sur les boutiques. Et vous avez l'intention un jour, ou vraiment pas du tout, de vous lancer dans le Kickstarter ou pas du tout?
Alors, le Kickstarter, c'est un autre sujet. Ça demande. C'est presque un métier aujourd'hui. Oui, c'est un faire autre du métier, Kickstarter. mais je sais qu'il y a d'autres. En fait, pour moi, vraiment faire un Kickstarter, c'est pas la même chose que de faire un jeu retail, parce que déjà, il n'y a pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes finances, c'est une autre façon de développer un jeu. Ouais. Mais il y a certains éditeurs qui se mettent un peu sur les deux lignes. Donc, je voulais savoir si vous, Origame, vous avez cette idée ou non, pas du tout. Alors, ça nous est arrivé d'y penser. Là, notamment, on est en train de... Oh, est-ce que je sors une petite info en exclu? On est en train de travailler, de développer un jeu. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ou vous le dites pas. On est en train de développer un jeu avec Richard Garfield, donc l'auteur de Magic, le papa de Magic, auteur de Bunny Kingdom et autres très très bons jeux depuis déjà plusieurs années. Donc on a ce jeu-là qui est un jeu de cartes qui en fait pourrait correspondre à la clientèle des Kickstarter, si j'ose appeler ça comme ça. Et on s'est dit qu'en plus, on pouvait clairement faire du matériel exclusif pour la campagne, des playmats, des protège-cartes, toutes ces choses-là qui auraient pu être des petites choses exclusives à la campagne. Donc, on y a réfléchi. Le problème, c'est que c'est vraiment une expertise de faire du Kickstarter. On n'a pas forcément les ressources en interne chez Origames. Si un jour on fait du Kickstarter, ce sera probablement sur de la coédition. C'est ce qu'on a fait avec It's a Wonderful World, avec la boîte de jeu, qui est donc une coédition, la boîte de jeu Origames. Mais c'est du coup la boîte de jeu qui a géré la campagne parce qu'ils savent très bien le faire et que parce qu'ils le font assez souvent eux. Donc Exactement. Donc je pense que c'est pas au programme. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne parce qu'aujourd'hui on fonctionne d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, quoi, ou que ça n'arrivera plus, puisqu'en effet, on l'a fait en coédition. Pas dans les plannings, en tout cas pour l'instant. On va passer à la dernière partie, qui est un petit jeu. Tu vas être sur une île déserte, naufragé. Ouais. Il y aura d'autres, peut-être tout seul. Je sais pas si t'as vu Lost. Non, j'ai pas suivi jusqu'au bout. Je connais le principe, en vrai, bien sûr. Mais... les trois premiers épisodes sont cool. Après, ça part un peu en vrille. Bon, c'est pas le sujet, mais du coup, il y a plein de naufragés qui sont censés être tout seuls sur l'île, mais ils se rendent compte qu'en fait, il y a plein de tout seuls. C'est tout ça pour dire que tu as le droit de ramener tous les jeux que tu veux, parce que tu pourras rencontrer peut-être d'autres personnes sur cette île déserte, mais tu pourras pas partir de cette île pour aller chercher d'autres jeux. Quels seraient du coup les 5 jeux que tu choisirais pour être sur cette île déserte? C'est difficile encore une fois. Hein. Bon, je prends Planet Unknown. Je prends Planet Unknown parce que il y a tellement ce côté satisfaisant qui se joue jusqu'à 6, que c'est du simultané. Donc, pour moi, c'est un indispensable dans ma ludothèque. Je m'en lasse. Et surtout, je ne m'en lasse pas. Quand je disais tout à l'heure que j'ai fait des centaines de parties, malgré le fait que je rabâche ce jeu, j'ai toujours autant de plaisir à y jouer. Donc, celui-là, je l'embarque. 4 autres jeux à emmener. Je prendrai un jeu coopératif, c'est sûr, parce que j'adore jouer en coop. J'adore le fait que tu gagnes à plusieurs et tu t'entraides. Comme je disais, j'ai plus de plaisir à jouer en coopératif qu'en compétitif, même si j'aime aussi la compétition, mais à choisir entre les deux, je préférerais de la coop. Quel jeu coop je prendrais? Peut-être que je prendrais quelque chose d'un peu dur comme The Loop. The Loop ou un autre jeu que j'aime beaucoup, Ghost Stories. Ouais, j'hésiterais entre ces deux-là, parce que c'est des jeux sur lesquels tu perds facilement. Donc, comme tu perds facilement, t'y reviens, t'y rejoues et tu tryhard jusqu'à réussir tes missions. Après, un bon jeu coop, pour moi, c'est un jeu où tu dois perdre. Si tu réussis dès le début au jeu coop, il n'y a pas cette essence où tu as envie d'y retourner, faut qu'on réussisse. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ce serait un de ces deux-là. Je sais pas encore lequel, mais ce serait un de ces deux-là. Je pense que je prendrais un jeu de cartes. De deck building. Je pense que je prendrais Hero Realms.
qui a été pour moi un des premiers jeux qui permet de rentrer dans le deck building et de comprendre ce qu'on fait et ce qui se passe, sans que ce soit violent non plus. Donc Hero Realms, ouais, je partirais avec une petite boîte d'Hero Realms, voir la campagne, comme ça en plus on peut y jouer encore. Ça fait 3. Je prendrais un petit jeu d'ambiance. Alors il y a une époque où je disais ouais, les jeux d'ambiance c'est pas pour moi. Et en fait, plus le temps passe, plus j'apprécie y jouer. Un de ceux que je préfère là en ce moment, c'est Fun Fact. Fun Fact parce que ça permet du coup de lancer des discussions, de découvrir un peu plus les gens avec qui tu joues. Je trouve qu'il fonctionne assez bien, donc je prendrais probablement celui-là. Ça fait 4, c'est ça? Il m'en reste un? J'ai déjà perdu le compte. J'ai dit Planet Unknown, j'ai dit soit The Loop, soit Ghost Stories, j'ai dit Hero Realms et j'ai dit Fun Fact. Yes, 4. Et ensuite, je pense que pour mon plaisir totalement personnel et subjectif, je prendrais, comment s'appelle-t-il, Mystic Vale. Okay. C'est un de mes jeux préférés sur lequel, en tout cas, je prends le plus de plaisir parce que j'ai l'impression que je sais maîtriser ce jeu. Que le jeu, t'as toutes les facettes du jeu pour pouvoir réussir. Ouais. J'ai ce sentiment de maîtrise et ouais, je sais pas comment appeler ça, hein, mais ça me donne l'impression que je suis pas débile et que ouais, je suis capable d'avoir une vraie strat et de la pousser jusqu'au bout et de battre mes adversaires sans trop galérer en fait. Donc ouais, et toujours en prenant évidemment beaucoup de plaisir. C'est pas fun, hein, c'est loin d'être fun, mais ce système de cartes là transparentes que tu peux améliorer. T'as toujours le même nombre de cartes en main, mais tu améliores tes cartes. J'aime beaucoup ce procédé là. Donc voilà, ce serait ma petite sélection là comme ça tout de suite en réfléchissant. Ok, bah merci beaucoup pour cette heure et demie passée avec nous. Déjà, oui, merci beaucoup à toi. C'était très cool, on a appris plein de choses. J'espère que tu as apprécié cette interview. Bah ouais, et puis j'ai un grand plaisir à partager aussi toutes les connaissances que je peux avoir de mon métier et de ce qui se passe dans le milieu pro. Donc voilà, c'est avec plaisir que je parle de tout ça.